Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. L'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. L'annonce a été faite ce mardi 24 août. L'Algérie accuse le Royaume de manœuvres hostiles à son égard, accusation démentie par le Maroc. L'Union postale universelle a élu un nouveau directeur général à l'occasion du 27e congrès qui se tient actuellement à Abidjan. Le japonais Metoki Masahiko aura notamment pour mission de rehausser le niveau du réseau postal dans le monde. Et puis la dette publique au Gabon est parmi les plus élevées de la sous-région CEMAC, avec un taux estimé à 71% du PIB. Le pays détient le taux d'endettement le plus élevé après le Congo. Mais d'abord, l'ancien Premier ministre malien Soumeilou Boubèye Maïga a été mis ce jeudi 26 août sous mandat de dépôt par la Cour suprême du Mali. Il est inculpé dans une affaire de fraude présumée dans le cadre de l'achat en 2014 d'un avion présidentiel, alors qu'il était ministre de la Défense sous l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Des rapports de la Cour des comptes et du Bureau vérificateur général avaient mis en évidence des surfacturations, trafic d'influence ou encore des fraudes. L'audition intervient alors que les autorités maliennes ont annoncé vouloir lutter contre la corruption. La tension monte entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le royaume chérifien dès ce mardi 24 août. L'Algérie accuse son voisin marocain d'être à l'origine de manœuvres hostiles à l'égard de son pays, des accusations démenties par les autorités marocaines. Aïssatou Barry. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, mardi 24 août 2021 lors d'une conférence de presse. L'Algérie accuse son voisin marocain de perpétrer des manœuvres hostiles à l'égard de son pays. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui. L'histoire avait montré que le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Dans un communiqué publié mardi soir, le ministère marocain des Affaires étrangères a regretté la décision complètement injustifiée mais attendue de l'Algérie. Fin juillet, le roi Mohamed VI avait d'ailleurs déploré les tensions, invitant le président algérien Abdelmajid Tebboune à faire prévaloir la sagesse et à œuvrer à l'unisson au développement des rapports entre les deux pays. Beaucoup plus sérieux, le fait que le ministre des Affaires étrangères marocain de la tribune de l'ONU s'est permis d'approuver la sécession d'une région de l'Algérie, la Kabylie, qui est soutenue par un mouvement extrémiste accusé de terrorisme appelé le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Et donc c'est l'accumulation de tous ces griefs qui justifie du côté algérien cette décision brutale, regrettée par tous les riverains, des Marocains en Algérie, des Algériens au Maroc, qui ont des relations fraternelles. Tout le monde regrette cette décision. Les relations tendues entre les deux pays ne datent pas d'aujourd'hui, mais celles-ci se sont dégradées en raison notamment de l'épineux dossier du Sahara occidental. Les liens diplomatiques avaient été rompus une première fois à l'initiative du Maroc le 7 mars 1976, suite à la reconnaissance par l'Algérie de la République arabe sahraoui démocratique autoproclamée par les indépendantistes du Front Polisario. Dans l'actualité également, le président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, s'est dit favorable à la création d'une force mixte aux frontières libyennes. Le chef de l'État a proposé ce mercredi 25 août de relancer l'accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad. Cette force mixte permettra de prévenir notamment l'incursion de groupes rebelles. Un accord de coopération sécuritaire avait été signé en mai 2018 entre ces quatre États. Il prévoyait le déploiement de forces conjointes pour sécuriser leurs frontières communes et lutter contre le terrorisme et l'immigration illégale. L'Union postale universelle a élu ce 25 août ses nouvelles instances dirigeantes à l'occasion de son 27e congrès mondial. Le nouveau directeur général est le japonais Metoki Masahiko. Il se dit prêt à rehausser le niveau du réseau postal dans le monde. Amen Echi. L'Union postale universelle a désormais un nouveau directeur général. Il s'agit du japonais Metoki Masahiko, ancien président du conseil d'exploitation de l'UPU. Ce dernier a été élu à l'issue d'un vote pour lequel il a raflé 102 voix devant le Belge Pascal Clivaz et le Suisse Jacques Amand, qui eux ont respectivement obtenu 40 et 14 voix. Le nouveau directeur général se dit prêt à rehausser le niveau du réseau postal dans le monde. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Ce que je vais faire, c'est de créer une équipe de cerveau, think tank en anglais, et au sein de l'UPU.
それぞれの国の困った点を集めて類型化して、そして共通の助けの手段を出したいと思います。Et grâce à cette organisation, le système de think tank, équipe de cerveau, je vais faire venir les informations de problématiques de chaque pays à cette équipe et d'analyser, étudier les solutions au sein de cette équipe et proposer ces solutions trouvées aux pays qui ont des problèmes. Ces 4 engagements en tant que nouveau dirigeant du Bureau international de l'UPU vont dans le sens de l'ouverture de nouvelles opportunités commerciales, la contribution aux responsabilités sociales pour les objectifs de développement durable, la stabilisation de la gestion de l'institution et l'instauration d'une communication interactive entre les pays membres. Ceci de commun accord avec le vice-directeur général élu avec 86 voix suite à un deuxième tour qui a dû départager son pays, la Slovénie, de l'Argentine, du Cameroun et de l'Ukraine. So I hope that together with Mr. Metoki, I will be able to bring some expertise. And actually, as I said in the speech some minutes ago, I was somehow confirmed by the members. I'm here to promote accountability, transparency and business ethics. Et je pense qu'avec le soutien de M. Metoki, je serai à même d'apporter mon expertise afin de pouvoir apporter à l'UPU de la transparence et une bonne gestion. Merci. Metoki Masaiko est engagé dans des projets de télécommunication de l'Agence japonaise de coopération internationale. Il prend officiellement les rênes de l'UPU et succède à Bichar Abdirahman Hussein, en fin de mandat, élu le 10 octobre 2012 lors du 25e Congrès postal universel à Doha, au Qatar. Les conséquences du changement climatique frappent de plein fouet l'Afrique. Pourtant, le continent n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Les négociateurs africains de la COP26 espèrent augmenter le financement du climat en faveur du continent africain. Aïssatou Bari. Augmenter de 20 à 30 milliards de dollars le financement du climat, tel est l'objectif des négociateurs africains lors du sommet de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre. Le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 4% au total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais pourtant il subit le plus gros des conséquences. L'argent n'est pas un problème, c'est juste un fait. Ce qui est en jeu, c'est la volonté politique de s'attaquer au problème. C'est pourquoi, en tant que groupe africain, nous sommes devenus extrêmement astucieux dans la construction d'une coalition avec le reste des groupes de pays en développement pour vraiment défendre nos demandes. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime que les coûts annuels de l'adaptation dans les pays en développement, qui est actuellement estimé à 70 milliards de dollars, passeront à 30 milliards de dollars d'ici 2030 et à 500 milliards de dollars d'ici 2050. Les questions de financement climatique n'ont pas commencé aujourd'hui. Tout a été biaisé lors de la COP 21 de Paris 2015, car on était tombé sur un accord non contraignant. Ce qui fait que demander aux pays développés d'accroître leur financement climatique pourrait être une vaine affaire dans la mesure où ces pays ne risquent rien s'ils n'agissent pas. La deuxième raison, c'est liée à la crise sanitaire Covid-19 qui va faire que les pays seront tenus à arbitrer entre l'urgent et le moins urgent. Et je crois que la crise sanitaire prendra une grande place en matière de priorité, et ce qui va retarder effectivement la prise en main des questions climatiques. Les gouvernements africains consacrent déjà entre 2 et 9% de leur produit intérieur brut au programme d'adaptation. La COP26 à Glasgow offre donc l'occasion de reconnaître et de prendre en compte les besoins du continent en matière d'adaptation au changement climatique, estime le groupe des négociateurs. Le Gabon détient le deuxième taux d'endettement le plus élevé après le Congo, un taux estimé à 71% de son PIB. Le pays est ainsi l'un des plus endettés de la zone CEMAC. Samantha Sabirou. Après la République du Congo, c'est le Gabon qui détient le taux d'endettement le plus élevé dans l'espace CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Un récent rapport dressé par le Fonds monétaire international a donné l'information. Avec un taux d'endettement estimé à 71% de son produit intérieur brut, le Gabon se positionne comme l'un des pays les plus endettés de la zone CEMAC.
Lorsqu'il s'agit de la dette, on a deux théories à dimension variable. Et on a l'impression que c'est une question de géographie. Le pays le plus endetté du monde, ça reste quand même le Japon avec 245%. Et personne n'a jamais parlé du Japon comme le pays riche le plus endetté du monde. Pourquoi on s'offusque à ce que les pays africains s'endettent si ceux-ci investissent cet argent de sorte que les générations à venir trouvent un pays plus compétitif? Je pense que la question du taux d'endettement ne devrait pas se poser. Les exemples que nous avons dans l'Europe centrale démontrent clairement qu'ils sont tous au-dessus de 100%. Avec 91% du produit intérieur brut, la République du Congo représente le pays le plus endetté de la communauté économique du Club des 6. Par contre, les autres États de la CEMAC ont un taux en dessus de 50% de leur PIB, soit 44% pour la Guinée équatoriale, 43% pour le Cameroun, la République centrafricaine 42% et le Tchad 42% également. S'endetter devrait être une partie de la stratégie des pays pourvu que cet argent soit investi de manière rentable et responsable et de pouvoir donner aux générations qui vont payer des opportunités de travail et de compétitivité afin que payer ne devienne pas une question de difficulté conjoncturelle. Afin de mettre en œuvre les programmes nationaux de développement en cours, le Gabon a multiplié ces dernières années les programmes d'emprunt tant sur le marché sous-régional qu'international. Selon les données du ministère de l'économie, au cours des 3 premiers mois de l'année 2021, l'encours à la dette publique du Gabon a augmenté de 14,6% pour se situer à 6 426,4 milliards de francs CFA. Notons que face à cette situation, les autorités gabonaises travaillent à la baisse de ce taux d'endettement à moins de 50% du PIB. La 30e édition de l'Afro-Basket, le championnat de basketball masculin d'Afrique, se tient au Rwanda du 24 août au 5 septembre prochain. La Tunisie, championne en titre, a battu la Guinée en match d'ouverture et l'Égypte l'a remporté contre la Centrafrique. Philomentine. La Tunisie, tenante du titre, s'est largement imposée face à la Guinée par le score de 82-46 lors du match d'ouverture de la 30e édition de l'Afro-Basket 2021 à Kigali au Rwanda. Dans la deuxième rencontre de ce tournoi, l'Égypte a disposé de la République centrafricaine par le score de 72-56. Les autres matchs de la journée du 24 août se sont disputés entre le Rwanda, pays hôte, et la République démocratique du Congo et l'Angola contre le Cap-Vert. Vous savez que cette Afro-Basket, ça sera l'une des plus relevées de toutes les éditions. Vous savez actuellement, avec l'évolution de la discipline, toutes les équipes ont de très bons joueurs. Mais les équipes se diffèrent par les individualités. Maintenant, l'équipe la plus sereine, la plus préparée va aller jusqu'au bout. Les 16 nations qui sont à l'assaut de ce sacre continental ont été réparties en 4 groupes de 4 équipes. Les 24 matchs de la phase de groupe se déroulent du 24 au 29 août. Pour ce qui concerne les favoris, il y aura sans doute le champion en titre, la Tunisie, le Sénégal, le pays hôte, le Rwanda qui joue à domicile avec son public. À ces 3, on peut avoir dans les carrés d'as l'Angola, c'est un pays de basket, mais on peut avoir l'Égypte, pourquoi pas le Maroc, mais aussi le Nigeria. Mais n'oubliez pas, il y aura toujours des surprises. Dans le programme de l'Afro-Basket 2021, le groupe A est composé du Rwanda, pays hôte, de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Cap-Vert. La Tunisie, tenante du titre, la République centrafricaine, l'Égypte et la Guinée se retrouvent dans le groupe B. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Mali dans le groupe C. Et enfin, le groupe D est formé du Sénégal, du Cameroun, du Soudan du Sud et de l'Ouganda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.